j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon top 10 depuis janvier. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis au mois de juin, donc j'ai vraiment fait les 6 premiers mois de l'année et c'est pour vous présenter vraiment les livres que j'ai préférés. J'ai vu ce concept chez plusieurs personnes, notamment chez Malou Enchantée, que j'adore d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la suivre. Et c'est parti, je vous présente directement, je vais aller du 10 au premier, bien évidemment. Et donc le numéro 10, il s'agit de Keleana, la reine sans couronne. Donc c'est le tome 2 de la saga de Keleana. Le tome 1, vous le savez, j'ai pas été très fan, mais ce tome 2 a été plein de rebondissements avec une énorme révélation à la fin à laquelle je ne m'attendais pas, pour être honnête. D'habitude, j'arrive à bien voir ce genre de choses, mais là, pas du tout. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette position de numéro 10. Alors, je voulais vous faire une petite explication par rapport à la manière dont j'ai classé mes livres. J'utilise le système Copile pour noter mes livres. Donc à chaque fois je mets donc Copile, à chaque fois c'est les premières lettres de certains critères. Donc on a character, donc les personnages, atmosphère, writing, enfin voilà, ce genre de choses que je mets donc une note sur 10. Après je divise le résultat total par 7 et ça me donne une note sur une note qui correspond à, si c'est 5 étoiles, c'est que c'est entre 9 et 10, ou 9,2 et 10, je ne sais plus, je vous avoue comme ça, je ne sais plus, tout est noté là, mais... Et en fait, ça me permet de les classer, ce qui fait que pour ce classement-ci, j'ai même regardé les notes au décimal, quoi, pour être sûre d'être dans le bon classement. Alors, en 9e position, on a Divine Rivalité, je pense que je ne vous le présente plus, de Rebecca Ross, qui a été une très très bonne lecture, pas un coup de cœur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se retrouve en position numéro 9. On continue avec le numéro 8, il s'agit d'Emily de New Moon, une des dernières lectures que j'ai faites d'ailleurs et qui m'a énormément touchée malgré le fait que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. J'ai été hyper emportée par cette histoire. Je vous laisse aller voir mon dernier bilan lecture parce que du coup mon avis complet se trouve dedans. Mais c'est une histoire que j'ai trouvée incroyable et il méritait, mais vraiment, vraiment, vraiment de se retrouver dans ce top 10 depuis le mois de janvier. En position numéro 7, on retrouve un tome 2. Encore une fois, je crois que je suis abonnée au tome 2. Vous verrez, il y en a plusieurs dans ce classement. C'est assez drôle. Mais il s'agit de Foxglove d'Adalyn Grace, donc le tome 2 de la saga Belladonna. Pourquoi ce tome-ci et pas le premier? Tout simplement parce que le premier, je l'ai trouvé trop lent. Celui-ci, par contre, est rempli de rebondissements. Il est rempli de petites choses qui font qu'on m'a un petit peu perdu au fur et à mesure. Je ne savais plus... il y a de nouveau un meurtre, il faut savoir qui est le meurtrier et j'en avais aucune idée jusqu'à la fin. C'est quelque chose que j'ai adoré alors que dans le premier tome je me doutais un petit peu. Ici j'ai été transportée de mystère en mystère, d'ambiance en ambiance parce que l'ambiance elle était 10 fois plus pesante et beaucoup plus impressionnante que dans le tome 1, ce qui fait que donc j'ai préféré ce tome-ci. On arrive déjà avec le numéro 6 avec la position numéro 6, il s'agit de Méduse de Jessie Burton. Alors ici on est sur un retelling du mythe de Méduse, si vous ne connaissez pas, c'est la jeune fille avec des serpents à la place des cheveux. Elle a été punie par Athéna et en fait Méduse va nous expliquer ce qui lui est arrivé. Elle va expliquer ça à Persée, le beau et grand Persée qui lui est en fait en quête du monstre Méduse et il doit malheureusement... c'est sa mission, il doit la tuer et en fait on va découvrir du coup cette histoire un petit peu modifiée mais d'une douceur et d'une... c'est pointilleux, c'est bien fait et le message derrière est assez génial. Moi ce que j'ai surtout aimé c'est qu'en fait c'est un texte à destination des ados, c'est un livre jeunesse, young adulte. C'est très court, ça se lit très vite et ce qui fait que j'ai vraiment eu une très très bonne lecture, pas un coup de cœur parce que ça me manquait d'un petit quelque chose quand même, ça reste un récit de vie, un récit de ce qui s'est passé, donc moi j'ai pas le coup de cœur sur ce genre d'histoire, malgré tout une excellente lecture et un message hyper intéressant. Le numéro 5, on rentre dans le top 5, il s'agit d'une romance, je n'ai pas du tout l'habitude de lire des romances, celle-ci m'a fait passer une nuit blanche. Voilà, je devais la finir, il fallait que je continue, je n'arrivais pas à m'arrêter. Il s'agit de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, c'est mon tout premier Ali Hazelwood d'ailleurs. Ce sera peut-être pas le dernier, mais voilà, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à me lancer dans les romances, donc c'est vrai que pour le moment je n'ai lu que celui-ci. On va suivre l'histoire ici de Olive qui, un soir,
va embrasser quelqu'un au hasard et il s'agit de son professeur. Professeur qui est très fortement inspiré d'Adam Driver, personnage que j'adore, personne pardon que j'adore. Et en fait c'est à la base une fanfiction entre Rey du Star Wars et du coup le personnage d'Adam Driver. Ça m'a trop plu, c'est une romance contemporaine dans une université, on nous parle de science, ce genre de choses. Et du coup j'adore. En plus, ah oui c'est ça, le personnage s'appelle Adam aussi. Voilà, j'ai vraiment bien aimé, ça se lit très très vite et je vous dis, moi je suis restée debout toute la nuit pour le finir tellement j'avais envie de connaître la fin et tellement c'était trop bien, c'était trop bien. Donc voilà, la raison du pourquoi il est en position numéro 5. Ma meilleure lecture numéro 4 numéro 4 comme ça depuis le mois de janvier, il s'agit de Au plus profond de la forêt de Holly Black. On n'est pas dans l'univers de Prince Cruel, enfin si, on est dans l'univers de Prince Cruel mais c'est pas Prince Cruel, c'est à dire qu'on est dans le même global univers univers global, mais on n'est pas à Terrafé, on ne voit pas Jude, on ne voit pas Cardan, on ne voit pas tous les personnages qu'on voit dans Prince Cruel. C'est une manière pour Holly Black de nous raconter une autre histoire et surtout une histoire remplie de petites histoires par rapport, enfin petites histoires, de petites mythologies, petits contes par rapport au peuple, par rapport à ce genre de choses. Donc elle appelle ça donc le peuple de l'air, le petit peuple, toutes ces créatures un peu magiques qu'elle affectionne, que j'affectionne également et qui m'a fait vraiment aimer ce bouquin. J'avais l'impression de relire un petit peu Spiderwick, livre sur lequel elle a collaboré également, mais c'était pas Spiderwick. C'est vraiment... Enfin voilà, j'ai vraiment une lecture que j'ai bien aimée, qui s'est lue de nouveau très très vite. Un peu... ça change et à la fois ça change pas. Je sais pas vous expliquer. C'est un goût de je connais, mais je connais pas parce que c'est nouveau. Et ça a fait une petite étincelle en moi qui a fait que j'ai adoré cette lecture. Et donc voilà, elle se retrouve en 4e position dans mon classement des meilleures lectures depuis janvier. Le numéro 3, on arrive dans mes coups de cœur. Mais alors les coups de cœur, je ne vous raconte pas les coups de cœur que c'est. Le tome 3, il s'agit de Caraval. Gros coup de cœur sur cette saga, gros coup de cœur sur celui-ci en particulier parce que j'adore le point de vue de Scarlett. J'ai adoré toute l'ambiance qu'on avait, j'ai adoré le personnage de Julian. C'est un livre pareil que j'ai lu d'une traite, je n'arrivais pas à m'arrêter. Je voulais connaître la suite, je voulais avoir la fin. La fin que j'ai trouvée juste un tout petit peu brouillonne parce que je pense que je me suis laissée emporter et j'arrivais pas à comprendre tout ce qui se passait. Mais énorme coup de cœur sur cette saga. Donatella, elle est incroyable. C'est légende, enfin, tous ces personnages sont super bien écrits. Les situations sont très visuelles. Moi, c'est quelque chose que j'adore dans les livres. Il faut que ce soit visuel pour moi, pour que je puisse vraiment avancer rapidement dans l'histoire. C'était le cas ici et j'ai adoré. Attention, mon numéro 2, il s'agit encore d'un second tome. Et c'est Iron Flame de Rebecca Yarros, donc le tome 2 de Fourth Wing en fait, donc que j'ai lu en VO, vous le savez. Et pourquoi celui-ci plutôt que le premier? Parce qu'en fait, le premier, je l'avais lu en français, j'avais pas été méga convaincue, je l'ai d'ailleurs très vite revendu pour acheter la VO. Et le tome 2, du coup, m'a beaucoup plus plu parce que j'étais vraiment dedans, j'étais pas perturbée par... des choses autres. Ici, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'histoire est vraiment entrée dans tout ce qui est politique. Enfin, vous me connaissez, j'adore les complots politiques, j'adore les complots, j'adore les histoires de pouvoir. C'est ce qu'on retrouve dans Iron Flame, c'est ce qu'on va retrouver tout du long. Il y a eu un petit passage un petit peu plus moins bon, je trouve, quand Kat arrive, c'est un passage que j'aime pas trop parce qu'en fait vous montez en intensité et puis ça redescend fort pour remonter derrière. On est bien d'accord, la fin est incroyable. Si vous l'avez lu, vous savez ce qui se passe à la fin. On attend qu'une chose, c'est le tome 3. Et donc c'est un énorme coup de cœur pour cette saga et surtout pour ce tome-ci. Et on y est enfin. Le tout premier, ma meilleure lecture depuis janvier. La seule et l'unique, c'est un one-shot. C'est un one-shot d'une écrivaine française dont j'ai déjà lu un autre livre, édité chez un autre éditeur. Mais ici, on est sur une romantaisie. Une romantaisie qui se passe dans le futur de l'Irlande. Il s'agit de Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions
Olympe. Que dire? Que dire sur ces petits bijoux que je tiens dans les mains, que ce soit visuellement parlant, parce que il y a eu un travail de dingue aux éditions, et à un moment donné, faut rendre à César ce qui est à César. Ils ont fait un travail d'édition incroyable, je suis en amour pour ce livre. Mais outre le contenant, il y a le contenu. Et le contenu est incroyable. On va y suivre Alba, qui est un génie, donc une personne avec des pouvoirs magiques. Et en fait, elle a accordé trop de vœux aux humains, ce qui fait qu'elle a été bannie du monde des génies. Et aujourd'hui, elle est sur Terre, sauf qu'elle est toujours immortelle, sauf qu'elle est privée de ses pouvoirs. Et on est dans un monde, entre guillemets, je ne vais pas dire post-apocalyptique, mais presque, on est dans un futur où les eaux de la Terre ont monté un peu trop et on se retrouve dans une Irlande ici qui a été dévastée par les eaux. Il reste quelques archipels, dont l'archipel d'Alba. Et elle est plutôt tout ce qui est nature, il cultive du thé. Ben voilà, si vous avez lu du thé pour les fantômes de la même autrice, vous connaissez son amour pour le thé. Donc ils cultivent du thé, ils sont très dans les vieilles traditions, dans les vieux machins de on cultive la terre, on n'est pas dans la technologie, ce genre de choses. Sauf qu'ils ont une île à côté qui ont besoin de leurs ressources et elle a besoin d'avoir des digues pour empêcher l'eau de monter. Donc ils doivent collaborer, sauf que ça ne se passe pas trop bien. Et donc ils vont envoyer un jeune homme sur l'île d'Alba pour essayer de la convaincre d'être un petit peu plus sympa. Et on est sur un enemies tout lover, avec c'est vraiment une force d'écriture. Enfin voilà, moi je suis vraiment amoureuse de cette autrice. Je trouve qu'elle écrit super bien. J'avais déjà eu un coup de cœur intersidéral pour bizarrement... un coup de cœur bizarre parce que j'ai aimé sans trop comprendre pourquoi j'avais aimé du thé pour les fantômes. C'était pour moi, je l'ai dit à plusieurs personnes, un ovni de littérature contemporaine, pardon, tout en étant fantasy. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de spécifique. Ici, on est dans quelque chose, dans une histoire, je veux dire, un peu plus classique dans son écriture, parce qu'on est directement dans un monde avec ses codes, des trucs et machin. Mais c'était vraiment une incroyable lecture, remplie de douceur, remplie de mots justes, de phrases incroyables, de poésie. J'ai été transportée durant cette lecture, ce qui fait que, bah voilà, c'est mon numéro 1 et pour le moment, rien ne l'a détrôné. Donc je pense que j'ai dû le lire en avril, je crois, mais il se classe tout au-dessus et pour le moment, rien ne le détrône et je suis même pas sûre, pour vous dire, de trouver une lecture cette année qui va le détrôner tellement j'ai eu un coup de cœur intersidéral pour ce livre. Donc je ne peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est de le lire, tout simplement. On y est, je vous ai présenté les 10 livres que j'ai le plus aimés depuis le début de l'année. J'ai hâte de vous refaire mon bilan total de l'année pour voir si ça a un peu été modifié. Je pense que oui. Bon, comme je vous le disais, je pense que le top 3, ça va être compliqué, surtout le top 1, ça va être compliqué de le détrôner, mais voilà, je vous ai tout présenté. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quelles sont les meilleures lectures que vous ayez faites cette année. Parce que moi, je trouve que c'est hyper gratifiant de se souvenir des meilleures lectures et aussi de se dire, bah, moi, j'ai une mémoire qui fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire que je me souviens de certains moments, je me souviens de mes moments de lecture et je me souviens que c'était des chouettes moments parce que cette lecture était chouette et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez donc pas à me dire en commentaire, j'adore toujours vous lire et vous répondre. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine!